Ce soir, avec notre invité, nous évoquerons deux sujets. La Côte d'Ivoire, avec cette interrogation, Alassane Ouattara a-t-il droit à un troisième mandat? Et puis nous verrons entre les USA et la Corée du Nord que cache ce rapprochement entre les deux pays. Nous en parlons avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau de Lomé. Maître Sosa, bonsoir. Bonsoir, Samuel Niaoui. Nous commençons d'abord avec la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, dans une interview accordée au journal, au magazine Jeune Afrique, dit, je cite, « La nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation en Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. » C'est ce qu'a dit le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, ce qui met l'opposition ivoirienne dans tous ses états. Mais Maître Sosa, est-ce que vous avez été surpris quand vous avez écouté ou entendu cette déclaration d'Alassane Ouattara où vous vous êtes dit, bon, finalement, il ne fait que ce qui est commun sur le continent? Mais disons que j'ai été frappé par une forme de sidération parce que je m'attendais à tout de la part de Alassane Ouattara, sauf à cette espèce de volte-face très surprenante, parce que il avait déjà affirmé à maintes reprises qu'il ne briguera pas d'autres mandats après 2020, qu'en 2020 il sera âgé de 78 ans et qu'il aura à cœur d'aller embrasser d'autres carrières parce qu'il y a pour lui un avenir après la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et finalement, je me rends compte qu'il confirme dans la caricature cette citation de Voltaire qui disait que la politique était un moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Malheureusement, les Ivoiriens, malheureusement pour lui, les Ivoiriens ont encore beaucoup de mémoire pour se souvenir de ce qu'il avait dit et de ce qu'il a toujours affirmé, parce que on était encore, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, il s'agissait de trouver quel était le meilleur candidat du RHDP, et il a dit qu'il n'était pas question de se focaliser sur le candidat PDCI et que le RHDP étant devenu un creuset, il fallait choisir au sein de ce creuset qui était le meilleur candidat, cela entendant tout sauf moi-même. Alors, il évoquait même l'idée des primaires. Absolument. Alors maintenant, on a l'impression qu'il se propose comme le meilleur candidat. On n'a jamais dit qu'il se portera candidat. Qu'est-ce que ça lui coûte? Je dirais que cette façon de jouer avec le feu est une atteinte portée à la paix chèrement conquise par nos frères ivoiriens après les troubles politiques qu'ils ont vécus depuis quasiment 1999. Le coup d'État de Noël 99 a été un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a renversé beaucoup de choses, qui a balayé des principes, parce qu'on avait l'impression que la Côte d'Ivoire était immune de ce phénomène. La Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient les deux pays d'Afrique de l'Ouest qui n'avaient pas connu ce phénomène. Et puis à partir du coup d'État du général Gueye, la Côte d'Ivoire a basculé et continue de s'enfoncer, parce que là maintenant on a l'impression que le pyromane principal a encore la torche dans la main. Parce que, je veux dire, ça lui coûte quoi de dire non, pour moi c'est fini, maintenant on prépare le meilleur de notre clan pour affronter les opposants éventuels. Ça lui coûte quoi de le dire? Alors, il évoque la stabilité. Alors ça veut dire qu'il se pense comme étant le garant de la stabilité de la Côte d'Ivoire, ce qui est complètement faux. Parce que le problème ivoirien, il en est également un élément central. Il est une cause disons, de cette psychose qui accable nos frères ivoiriens, parce qu'ils se demandent à chaque fois de quoi demain sera fait. Les mutineries à répétition, elles ne sont pas terminées, parce que les promesses qu'il a faites à ceux qui l'ont mis au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'il les ait complètement satisfaites. Donc la stabilité, c'est tout sauf lui. C'est peut-être à ça qu'il pense en se disant, si je m'en vais, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Puisse fédérer toutes les passions, les crispations qu'il y a dans le pays.
Mais c'est lui qui les a coagulés, pour utiliser un vocable cher à M. Macron. Mais oui, toutes les frustrations aujourd'hui, elles ont été stratifiées par sa façon de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en fait, il a complètement clivé le pays. On a l'impression que, oui, c'est le pouvoir des vainqueurs. C'est-à-dire aujourd'hui, disons les choses clairement, la Côte d'Ivoire, en tout cas dans son administration, elle est dirigée par des gens d'une seule et même ethnie. Les Djoula sont partout et c'est à eux qu'échoue à peu près tout ce qui est bien en Côte d'Ivoire. On a l'impression que c'est une sorte de vengeance et ça, c'est le fait de M. Ouattara et je ne suis pas sûr que ça favorise la paix et la façon dont il se pense être garant de la stabilité de la Côte d'Ivoire est aussi une autre source d'inquiétude. Parce que personne d'autre en Côte d'Ivoire ne peut garantir la paix et la stabilité de ce pays en dehors de lui? C'est faux. C'est lui qui a été le premier à l'avoir menacé. Pas menacé, abîmé. Parce que en Côte d'Ivoire, il faut bien dire les choses. Beaucoup d'hommes politiques ont fait beaucoup de vilainie, mais aucun n'a pris les armes. Monsieur Ouattara seul a été le premier homme politique ivoirien à passer par la solution militaire pour conquérir le pouvoir. Disons-le nettement, c'est vrai, c'est la réalité de l'histoire ivoirienne. Alors aujourd'hui, Alassane Ouattara dit que la nouvelle constitution m'autorise à faire 2 mandats. Est-ce que sur le principe de droit, est-ce qu'il n'a pas raison? Parce que on est d'accord. C'est ce qu'ils font tous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est devenu une espèce de gimmick. En Afrique, on fait des constitutions et quand on arrive au pouvoir, on la modifie pour pouvoir dire qu'on a mis les compteurs à zéro et qu'on a le droit de se présenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un a envie de violer la Constitution pour prolonger son règne personnel, il propose un amendement à la Constitution pour dire, allez, on a remis les compteurs à zéro, il n'y a pas de rétroactivité, je peux encore me présenter. Et finalement, on a l'impression que ça devient des artifices juridiques. C'est un juridisme qui ne trompe plus personne. Et finalement, le droit lui-même est dépossédé complètement de son essence quand on procède comme ça. Alors, voilà le problème. Il dit quand même que même la stabilité de la Côte d'Ivoire va au-delà de ses principes à lui. Mais oui, mais bon, voilà, on se demande quels sont ces principes. Parce qu'on est bien en droit de se poser la question. Sans doute qu'il évoque les déclarations antérieures qu'il a faites. Et ça veut dire, prenez-moi comme un homme sans parole. Non, un homme, c'est sa parole d'abord et avant tout. Vous voyez, cette façon-là de décrédibiliser la parole politique, de la rendre complètement vile, frivole et veule, elle est aussi dangereuse. Parce que ça va donner quoi? Demain, quand vous allez dire quelque chose, on aura du mal à vous croire. Vous voyez, c'est Nietzsche qui disait, mon ami, ce n'est pas parce que vous avez menti qui me dérange, c'est que je ne peux plus vous croire la prochaine fois. C'est ça le problème. Et là, il nous met dans ce genre de situation en posant ce tact-là, en se dédiant. Et ça veut dire que sa parole est pauvre. Donc ce qu'il dit aujourd'hui, vous voyez, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Donc en fin de compte, prenez-nous pour des imbéciles. Voilà. On a des hommes sans principe au sommet des États africains. En l'occurrence, on a un homme sans principe, puisqu'il dit lui-même, je suis prêt à m'asseoir sur mes principes pour le salut de la Côte d'Ivoire et sa stabilité qui doit passer par moi. Alors, ça veut dire que c'est un homme sans principe. Puisqu'il dit, la première chose que je peux brader, c'est mon principe aussi. Non, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas défendable. Politiquement, ce n'est pas défendable. Et d'un point de vue, la politique, on a beau dire, c'est d'abord aussi un peu d'éthique. Et faire litière de l'éthique au nom de l'efficacité politique seule, c'est aussi abîmer l'efficacité de la politique. Il y a d'autres analystes qui disent que, certes, il n'a pas dit qu'il sera, il dit qu'il verra en 2020. Non, attendez. Il risque de mettre le feu. Quand on a son âge, quand on a son expérience politique, son palmarès personnel, avoir été Premier ministre de Houphouët-Boigny, avoir été opposant à Laurent Gbagbo, dans les conditions qu'on sait, avoir été supplicié sous Bédier, puis finalement conquérir le pouvoir dans les conditions qui ne sont pas forcément les plus louables, et qu'on a fait 10 ans
au pouvoir, je pense qu'on rendrait meilleur service à la Côte d'Ivoire à dire, écoutez, j'ai servi, maintenant je voudrais proposer après moi des gens capables, parce que dans notre sein, on a cultivé des hommes, voyez, capables de faire et continuer ce que nous faisons. Voilà ce que c'est que le leadership. S'il n'y a personne après lui et qu'après lui c'est le déluge, alors c'est un mauvais leadership. Alors, il voit aussi sans doute la guerre de succession qui se joue sous lui. Mais il n'a qu'à faire en sorte... On a tous dit que le problème de la Côte d'Ivoire était dû au fait que Houphouët-Boigny n'avait pas préparé sa succession. Bon, ou alors l'a préparé mais ne l'a pas bien organisé. Parce qu'on connaissait qui étaient les successibles potentiels. Mais bon, il les a mis en compétition et n'a pas dit clairement les choses. Alors, pourquoi Alassane Ouattara devrait-il répéter les erreurs de son mentor politique? Il ne devrait pas. Si on aime la Côte d'Ivoire comme il prétend le faire, alors à ce moment-là, il n'a qu'à dire, mais oui, mais écoutez, nous avons formé des gens dans notre mouvement, le RHDP ou le RDC, ou le RDR. On devrait pouvoir trouver des gens capables de porter la bannière de ce parti, de ce grand parti malheureux, et de faire le job après lui. Alors, dire la stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est moi et moi seul, c'est faire insulte à toute une classe politique pleine, enfin, qui déborde de talents de toutes sortes. C'est pour ça que, personnellement, je réprouve. Jusque-là, la guerre de succession qui se jouait sous lui entre Guillaume Soro, Ahmed Bakayoko, le président Bédié et tous les autres, ça passionnait, on disait c'est une belle politique. Mais la posture que prend Ouattara aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de préparer des lendemains incertains pour le pays? Et c'est pour cela que je dis, quand il nous parle de stabilité, c'est lui la source de l'instabilité. Par cette parole malheureuse, et finalement, vous voyez, chargé de conjectures extrêmement inquiétantes. Vous voyez, c'est des nuages qui s'amoncellent dans le ciel ivoirien quand on dit ce genre de choses. Il n'y a pas d'éclaircie. Vous voyez, il nous promet une pluie terrible. Et on ne sait pas comment elle va être dévastatrice. Entre ces anciennes déclarations où il promettait de quitter le pouvoir en 2020 et celles qu'il vient de faire, est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu les vrais détenteurs du pouvoir, les grands lobbies qui ont un peu joué pour lui dire, écoutez, il n'est pas encore temps pour que vous quittiez. Qui sont lesquels? En Côte d'Ivoire, qui sont les lobbies du pouvoir? Dites-nous. Mais non, écoutez, à chaque fois qu'on conquiert le pouvoir par les armes, on est tenu par l'armée. C'est tout. Hein? Donc, quelque part, quand vous dites les vrais lobbies, ben c'est peut-être le lobby militaire. Mais à ce moment-là, qu'on joue franc jeu et qu'on dise, écoutez, d'après la Constitution, le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil. Bon, je ne suis plus le chef des armées dans peu de temps, c'est celui-ci qui le sera, pourvu qu'il soit élu. Ça ne suffit pas, ça. On a modifié une constitution, on a fait un agrégat d'institutions dont finalement on se demande si elles ne se neutralisent pas plutôt qu'autre chose. Parce que, bon, on a un Premier ministre plus un vice-président. Et maintenant on nous dit la stabilité. Un Sénat un Sénat qu'on a remis en place. On se demande à quelle fin, quelle est son utilité, quelle est la plus-value de l'existence d'un Sénat dans la facture de la loi en Côte d'Ivoire. Eh bien, bon, on a tout ça. Et on nous dit, il y a un seul homme qui est capable de garantir la stabilité du pays. Vous voyez qu'on a bien reculé. Hein? Nous changeons maintenant de sujet. On évoque les USA et la Corée du Nord. Les deux pays préparent une importante rencontre. Alors, question simple, que cache ce rapprochement entre Pyongyang et Washington? La rencontre est prévue pour ce 12. Est-ce que, Maître Sosa, ce rapprochement, est-ce que ça vous surprend? Écoutez, bon, vous savez, depuis quelques semaines, on est à la merci des humeurs de M. Trump. Parce que, en fait, bon, c'est la diplomatie des rodomontades et du coup d'éclat permanent. Parce que, bon, selon l'humeur de M. Trump, la géopolitique mondiale est complètement chamboulée, on va dire, une heure après l'autre. On a
une vue diplomatique qui est de 24 heures à peu près, parce que bon, les choses peuvent changer dramatiquement et dans un sens... Oui, du jour au lendemain. Bon, il nous avait dit, non, je n'irai plus à Singapour, non, attendez-vous à recevoir des bombinettes sur la tête, parce que bon, avec moi, on ne la fait pas. Et puis finalement, du jour au lendemain, il rechange encore complètement, en disant, mais non, mais je vais le rencontrer finalement, etc. J'ai l'impression que en faisant tout ça, il anoblit plutôt devant l'histoire le petit Kim Jong-un qui finalement n'attendait pas un si grand pionnier parce que bon, il avait la crédibilité qui était la sienne sur la scène politique internationale et finalement M. Donald Trump est venu lui faire la courte échelle en le mettant sur des sur un piédestal qui était totalement inattendu pour lui. Mais non, en fait, on pensait qu'il était fantasque, mais il a plus fantasque que lui, finalement. Il a en face de lui quelqu'un qui a 2 fois son âge et qui est, alors là, complètement ébouriffant. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez, il boit du petit lait et il joue sur du velours, le petit Kim. Entre les deux hommes, à qui doit-on ce rapprochement, à Donald ou Kim? J'ai l'impression que le Coréen a joué beaucoup plus finement la chose parce qu'il a compris quel était le parti qui pouvait en tirer. Cette espèce de bellicisme très gouailleuse de M. Trump lui a beaucoup servi parce que à chaque fois que M. Trump donne de la voix, il va voir son frère du Sud en disant mais non, mais écoute, je pense qu'on gagnerait à se rapprocher, à faire des choses. Et du coup, il le prend de court. Et à chaque fois que M. Trump est pris de court, il fait volte-face, il revient en arrière en disant bon, mais finalement, est-ce que je ne devrais pas rattraper ce train-là en marche? Opportuniste. Qui plus est, totalement opportuniste. C'est-à-dire que c'est pas lui qui maîtrise totalement l'agenda. En dehors de la menace militaire, il ne maîtrise rien. Finalement, il fait du suivisme. Parce qu'à chaque fois que les deux Corées se rapprochent, il dit, finalement, ça serait bien que je me rapproche aussi. Franchement, c'est d'un grotesque achevé. Est-ce qu'on va se dire que ce rapprochement n'a pour but que la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne et qu'il n'y a pas d'autre idée derrière? Écoutez, la dénucléarisation de la péninsule, elle est due à quoi? Ça aussi, il serait bon d'en parler un tout petit peu. Mais ces gens-là sont restés dans les schémas de la guerre froide. Mais les choses ont changé, le monde a changé, on est dans une multipolarité qui permet d'espérer que d'autres forces agissent sur la scène internationale et géopolitique, et que ces forces-là déterminent finalement l'action politique de ceux qu'on a appelés les grandes puissances militaires d'antan. Eh bien, M. Trump n'a pas l'air de l'entendre. Parce que on a beau dire, les Chinois ne regardent pas de façon tout à fait satisfaite les micmacs de M. Trump au sujet de la Corée. Donc quand on parle de dénucléarisation, la Corée peut totalement être dénucléarisée, mais elle a des alliés. La Russie en est, la Chine en est. Donc quelque part, on n'a pas dénucléarisé autant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, la technique de M. Trump, c'est se dire, finalement, je vais peut-être m'attaquer à plus faible que moi. Voilà, la petite Corée, voilà. Et en plus, il l'a dit, vous allez recevoir sur la gueule autant de bombes, c'est à peine s'il n'a pas dit que ce serait Hiroshima puissance 10, quoi. Non. Et puis, en fin de compte, quoi, la même chose avec l'Iran. Sauf que là, le morceau est autrement plus épais. Et il joue avec autre chose. Voilà, et c'est la raison pour laquelle il est moins véloce dans sa façon de bondir sur le sujet, vous voyez. Alors, outre la question nucléaire, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur tout autre plan, il n'y a rien à se dire, ça peut expliquer aussi ce rapprochement qu'on voit? Vous savez, je vais vous dire sincèrement mon sentiment. Monsieur Kim aurait pu parfaitement se passer de Monsieur Trump et régler
la problématique coréenne Oui, entre deux. tout seul, entre deux, sincèrement. Il est en train de se servir de M. Trump pour se donner un peu plus d'épaisseur politique et internationale. C'est une visibilité qu'il est en train de chercher. C'est tout. Parce que lui, ce qu'il en tire, mais ça revient quasiment au même que ce qu'il avait avant. Aller rencontrer M. Trump et signer avec M. Trump des accords, bah, il peut tout à fait, à la mode de M. Trump, venir dire, bon, bah, écoutez, je les déchire parce que, vous savez, je ne suis plus content, parce que je n'ai plus les garanties que je voulais. Et puis, voilà, comme M. Trump a l'habitude de s'asseoir sur ce que les autres ont fait avant lui, en pensant que ce qu'il fait est forcément génial, bah, il peut penser la même chose, en disant, non, mais je me suis trompé. En allant signer avec M. Trump, je reviens au statu quo ante. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas lui casser la gueule. Sinon, ça aurait été fait depuis longtemps. Donc, vous voyez, c'est un peu cette façon ridicule de faire de la politique de M. Trump qui est affligeante. Ça veut dire, sur le terrain, sur le cas nord-coréen, Trump avance, mais il marche sur les œufs parce que je ne veux pas froisser la Chine, je ne veux pas froisser la Russie. Eh oui, il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt. Oui, c'est ça, exactement. Le gendarme. Voilà, c'est ça, c'est à la cour de récré, quoi. Hein. C'est-à-dire, je suis le plus musclé, vous allez voir ce que vous allez voir, etc. En s'assurant d'abord que, bon, il a des relais qui vont peut-être venir à son secours. Mais non, je ne suis pas sûr que les Chinois et les Russes regarderont M. Trump faire ce qu'il veut en Corée tranquillement. Ils lui diront son fait, dans tous les cas. Aujourd'hui, Donald Trump semble avoir mis complètement l'image même des États-Unis et puis tout ce qui entourait quand même la diplomatie à terre. Quoi, les conseillers, ils sont inefficaces ou c'est un Donald Trump qui finalement décide de faire les choses comme lui, il l'entend? Vous savez, je continue de penser qu'il y a les États-Unis d'Amérique et il y a M. Trump. Et je ne suis pas sûr que tout ce que fait M. Trump, finalement, est à l'avantage des États-Unis parce qu'il a le talent de fabriquer des ennemis complètement inattendus pour ce pays qui est aimable à bien des égards et qui mérite l'affection du monde entier et qui a à sa tête un type qui est complètement hors norme. Ouais. C'est bien le problème parce qu'on est dans une diplomatie ultra personnalisée et M. Trump apparemment n'écoute pas ses conseillers parce que ses conseillers sont beaucoup plus instruits des choses de la vie politique du monde qu'il ne semble l'être. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a une conception de la diplomatie qui se passe devant son miroir dans sa salle de bain. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est avec plaisir. La pause maintenant et après on passe avec les journalistes à regard croisé.